Le gouvernement Attal est officiellement démissionnaire, mais reste en charge des affaires courantes, probablement pour au moins quelques semaines. La gauche, elle, se divise toujours sur son candidat à Matignon. La spécialiste du climat, Laurence Tubiana, étant jugée donc trop Macron-compatible par les Insoumis. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de la gauche ? Aujourd'hui, les figures qui s'en réclament n'appartiennent plus depuis longtemps à la grande et longue histoire. Ils agitent des ambitions sur le théâtre médiatique. Ils parodient des références, d'une certaine façon, à l'image du Front populaire. On ne peut pas leur en vouloir. L'histoire ne repasse pas les plats. La politique, comme tout le reste, est un produit de consommation placé sur la gondole médiatique. L'histoire, la vraie, parle dans un langage sinueux. Et si la propagande ressemble à du marketing, eh bien, elle ne s'y limite pas. On va le voir en faisant référence à une figure dont vous ignorez sans doute le nom et dont va nous parler le plus francophile des journalistes italiens présents en France depuis 1986 quand même. Il s'agit d'Alberto Toscano, correspondant de la presse italienne à Paris, docteur en sciences politiques à l'université de Milan et donc journaliste ainsi que je le disais. Bonjour Alberto. Buongiorno. Et merci d'avoir accepté cette invitation. La personne dont nous allons parler s'appelle Angelika Balabanov. Vous avez écrit son portrait, sa biographie. Elle est passionnante parce qu'il s'agit de la maîtresse de Mussolini qui fut aussi amie de Lénine. Donc on confond un petit peu les références et vous allez nous expliquer pourquoi. Mais je voulais d'abord avoir votre sentiment sur la vie politique française parce qu'on a le sentiment que la France ressemble de plus en plus à l'Italie. C'est vrai ça ? Peut-être c'est vrai. En effet, la France est un tournant de son histoire. Quelque part, la Ve République est un tournant de sa vie institutionnelle parce que l'un des principes, corrigez-moi si je me trompe, de la Ve République est qu'on vote, on fait des coalitions avant de voter, avant de se présenter au peuple électeur. Et ensuite, celui qui a gagné gouverne. Aujourd'hui, on a la recherche à l'italienne, quelque part, d'une coalition après que le peuple a voté. Le peuple a voté de façon massive. Il y a une grande significative participation aux élections législatives. Aujourd'hui, on n'a pas une majorité évidente et on recherche, comme ça se passe en Italie, en Espagne, en Allemagne, une majorité et un programme de gouvernement après que le peuple s'est exprimé aux urnes. Et donc ça veut dire que le peuple est un petit peu perdu parce qu'il se demande en fait de quoi se joue, on se joue un petit peu de lui. De quoi en fait cela est-il le nom ? Ouais, le peuple, je ne sais pas s'il est perdu. Certainement, les institutions sont forcées de changer, de s'adapter à une nouvelle réalité. Le peuple a été autrefois habitué à une vie politique bipolaire. D'un côté les uns, de l'autre les autres. Celui qui gagnait forcément avait la possibilité de gouverner. Aujourd'hui, on a trois pôles. Et dans ce nouvel microcosme de la politique française, il faut bâtir les principes et les habitudes, quelque part, d'une nouvelle façon de faire la politique. Mais on a l'impression, Alberto Toscano, que les Italiens savent mieux s'entendre entre eux que nous. Les Italiens considèrent que le mot compromis n'est pas synonyme de compromission. Au contraire, parfois, il est nécessaire d'arriver à un compromis pour résoudre un problème qui peut être politique ou d'autre nature. Et là, en France, l'idée même du compromis, la France est un pays encore idéologique. Les idéologies pèsent lourd dans la politique française, et donc l'idée de renoncer à quelque chose pour arriver à garantir la gouvernabilité d'un pays est considérée quelque part négative. Et donc, compromis en français, dans le français de la politique, le mot compromis est encore un horizon à vérifier et à bâtir quelque part dans la réalité. Mais là, il y a besoin d'arriver à des compromis, sinon on ira nulle part. Et combinazione en italien, c'est la même chose que combinaison en français ? Non, combinazione est un mot qu'en italien n'a pas la même signification que les mots italiens en langue française et à l'étranger. Les Italiens ne disent pas combinazione pour dire ce que le français entend et perçoivent par le mot combinazione. Et je pense que vraiment le mot clé est compromis, mais compromis dans le sens positif de ce terme. Il faut renoncer à quelque chose pour éviter que le pays soit en difficulté. La France est un pays avec 3 100 milliards de dettes publiques. La dette publique, le prix de la dette publique pèse lourd sur les épaules du citoyen, qui est en même temps
contribuables et électeurs, dont le citoyen a besoin qu'on arrive à des compromis pour éviter que les poids de la situation économique, de la dette publique et de tout ce qui va avec soient payés par les personnes normales. Et donc, il faut que la politique mette quelque part l'idéologie de côté pour arriver à des solutions de gouvernement. Alors, pas facile de mettre l'idéologie de côté. On va essayer de faire ce pont entre l'idéologie et l'histoire, Alberto Toscano, parce que si la gauche était une église, elle aurait sans doute canonisé la personne dont vous nous parlez, camarade Balabanov, Angelika Balabanov, qui est née en Ukraine, juive née en Ukraine, morte en 1965. Son nom, c'est vrai, n'est pas très connu du public français. Je ne sais pas s'il l'est davantage dans d'autres sphères culturelles. Comment l'avez-vous découverte ? Elle est oubliée, totalement oubliée. Je l'ai découverte en écrivant il y a 2 ans l'article sur Mussolini et la France, la prise de pouvoir de Benito Mussolini en 1922. Et Angelika Balabanov est une personnalité extrêmement actuelle. Elle est née en Ukraine vers 1870, d'une famille juive ukrainienne. Et elle s'est battue pour les droits de la femme, elle s'est battue pour la paix, pour la valeur de la paix, comme valeur fondamentale pour bâtir une nouvelle Europe, une Europe de progrès, une Europe de réforme et une Europe de révolution, mais dans le respect des droits de l'homme. Elle a été quelque part la personne qui a appris la politique au jeune Benito Mussolini, qui était socialiste et qui est devenu, grâce à Angelika Balabanov, une fois rentré de Suisse en Italie, l'un des grands chefs du Parti socialiste, et en particulier de la mouvance de gauche du Parti socialiste italien. Ensuite, Mussolini devient pour la guerre, change sa casquette. Il devient favorable à l'intervention en 1915, ça sera 100 ans l'année prochaine, de l'Italie dans la Première Guerre mondiale en tant qu'allié de la France. Et là, il y a la rupture entre Angelika, la pacifiste, et Mussolini qui a changé sa casquette en faveur de l'entrée en guerre. Rupture y compris sentimentale ? Oui, mais la relation sentimentale a toujours été... ils ont nié son existence malgré les évidences. Et Angelika n'a jamais parlé de sa vie personnelle, de sa vie privée. Elle adorait parler de son engagement politique. Elle rentre en Suisse, pays neutre. Elle se bat encore une fois pour un mouvement contre la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'avec son nouvel ami Lénine, elle rentre en Russie. Elle participe à la révolution russe. Elle devient la première secrétaire générale de l'Internationale communiste. Mais ensuite, elle se dispute avec ses amis Lénine et Trotsky, et qui lui font un seul cadeau, un grand cadeau, lui permettre de sortir vivante de l'Union soviétique. En 1922. Oui, fin 1921 et début 22, elle est en Suède et elle arrive en France. Et en France, elle participe encore à son engagement politique qui est encore une fois pour la paix et contre le fascisme, contre son ex-ami Benito Mussolini, qui est désormais le duce. Mais aussi contre Staline. Et aussi contre Staline, qui est son autre grand ennemi. Et c'est une vie pleine d'aventures, mais avec des valeurs. Et ces valeurs sont la paix, le droit des femmes à faire de la politique en tant que protagoniste. Mais réfléchissons, excusez-moi, on parle de Front populaire, de nouveaux Front populaire. Mais le vieux Front populaire en 1936 a fait des réformes, mais il n'a pas donné le droit de vote aux femmes. C'est dire si le problème des droits de l'engagement de la femme mais Alberto en politique Toscano, est toujours actuel. Vous savez pourquoi la gauche ne donnait pas le droit de vote aux femmes ? Elle avait ses raisons, elle pensait avoir ses raisons. Mais moi, et je les connais, évidemment, mais je veux souligner le fait que le Front populaire de 1936 en France a refusé de donner le droit de vote aux femmes. Et ce n'est pas une mince affaire, excusez-moi. Mais il y a une... Alors, je ne sais pas si cette thèse est vérifiée d'un point de vue historique ou si c'est juste une présomption, mais la femme étant présumée proche du curé, de l'église, puisque c'est elle qui va essentiellement à la messe, beaucoup plus que les hommes, sociologiquement. Les hommes, beaucoup d'hommes étaient au bistrot pendant que les femmes allaient à la messe. On supposait que si on donnait le droit de vote aux femmes,
on laissait la possibilité à l'Église d'influencer le vote de la femme. Oui, c'est la démonstration. Et donc, en lui refusant le vote, finalement, on refusait à l'Église le fait d'être influente dans la société. C'est la démonstration de comme, en refusant de respecter les dynamiques de la démocratie réelle, de la démocratie des citoyens, de respecter la perception de tous azimuts du citoyen, en essayant de changer les dynamiques de la politique, par exemple, en limitant le droit du vote de certains, ou en refusant le droit de vote aux femmes, on arrive à mettre en crise une société elle-même. La société qui refuse de reconnaître les droits de la femme est la même qui amène la France à la crise de 1940 et à la crise du collaborationnisme et à des crises d'une extrême gravité pour le pays. On ne peut pas refuser les dynamiques d'une démocratie qui respecte les opinions des citoyens. Alberto Toscano, dites-nous ce qu'il en était parce qu'elle est une personne extrêmement soucieuse de morale. Hein. Plusieurs fois, vous dites elle est très moralisatrice, elle est attachée à des valeurs très intransigeantes. C'est très en décalage avec, pardonnez-moi, avec ce que la gauche, en règle générale, aujourd'hui promeut, qui est plutôt une forme d'amoralisme sociétal. Alors qu'elle, pas du tout. Non, elle voyait la politique par le prisme de la morale. Elle ne tolérait pas, par exemple, en Union soviétique, après la Révolution, que la nouvelle classe dominante bénéficie de certains privilèges. Et quand elle voit Zinoviev, l'un des grands chefs de la nouvelle Russie révolutionnaire, voyager dans le wagon du tsar, qui avait été le wagon personnel du tsar, et faire ses réunions dans des trains, dans les wagons du tsar, au milieu de luxe, dans un pays réduit à la misère, à une extrême pauvreté, elle avait une réaction vraiment de révolution et de révolution de la révolution. Mais c'est ça. Parce que Zinoviev, Zinoviev, c'était un petit peu le cochon Napoléon de la ferme des animaux, vous voyez. Voilà, l'animal qui s'est installé à la place du fermier. Exactement. Et donc, quelque part, ça contribue à expliquer sa rupture avec le nouveau pouvoir révolutionnaire. Cette idée de refuser les nouveau privilège de la nouvelle classe dirigeante bolchevique. Pourquoi est-elle beaucoup moins connue que Rosa Luxembourg ? Bon, Rosa Luxembourg est connue... Dont elle était l'amie aussi. Grande amie, oui. Elle est connue, mais elle a été même instrumentalisée par les pouvoirs communistes d'après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que Rosa Luxembourg mérite qu'on dise que son appel à la liberté a été repris par les mouvements étudiants en 68 et surtout par les mouvements contre la DDR, l'Allemagne de l'Est, oui. L'Allemagne de l'Est, au moment de la chute du mur de Berlin. Mais c'est vrai que Rosa Luxembourg a été beaucoup plus connue que Angelika Balabanov, et la raison est que Rosa Luxembourg est morte, elle a été assassinée en 19 avant d'exprimer celle qui aurait été probablement ses critiques au nouveau régime de l'Union soviétique, qui n'était pas encore réellement au pouvoir au moment de la mort de Rosa Luxembourg, où il y avait encore la guerre civile en Russie, et Lénine, Trotsky et surtout Staline n'avaient pas encore exprimé toute leur volonté autoritaire. Angelika Balabanov a vécu cette époque, elle a exprimé ses critiques, elle a payé un prix pour ses critiques, et je répète que la seule chose qu'elle a eue de son amitié, grâce à son amitié avec Lénine, qui était réelle, qui était bien réelle, a été le fait que Lénine lui a permis de sortir vivante de l'Union soviétique. Et qu'elle ne tolérait pas les persécutions en Union soviétique. Les persécutions, par exemple, en Ukraine, elle a été chargée par Lénine de revenir dans son Ukraine natale, parce que, je répète, elle est née d'une famille juive ukrainienne, et pour essayer de remettre de l'ordre au moment du chaos de la période 1919, 20, 21. Et à cette époque, elle a tout fait pour empêcher une répression qui était horrible,
parce qu'il y a eu des fusilations massives, des exécutions massives de la part de la Tchéka, la police politique de l'Union soviétique. Angelika Balabanov est, comme vous l'avez dit, juive d'Ukraine. Elle s'est exprimée, elle a écrit sur son rapport au judaïsme, à la religion, à la spiritualité. Son rapport avec la religion a changé selon les époques de sa vie. Elle a redécouvert son judaïsme quand elle a vécu aux États-Unis dans les années 30 et dans les années 40 pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque, elle a été en contact avec des milieux intellectuels juifs américains, progressistes. Elle a écrit dans des journaux de revues culturelles juives. Elle a redécouvert son judaïsme et après la Seconde Guerre mondiale, elle a été grande amie de Ben Gurion et de Golda Meir. Donc c'est fou le nombre de personnes qu'elle a pu connaître dans cette période. Elle est morte à Rome. À Rome, on ne peut pas se promener, Alberto, ce n'est pas à vous que je vais le dire, on ne peut pas faire 100 mètres sans croiser une église, la porte d'une église. Elle poussait la porte de l'église de temps en temps ou pas? Elle poussait la porte de l'église dans le sens qu'elle était, dans la période romaine de sa vie, elle était vraiment une femme de dialogue entre culture, entre religion. Elle n'a jamais été religieuse dans le sens d'un judaïsme orthodoxe et pratiquant. Elle a redécouvert son judaïsme dans le sens des origines de sa famille et de sa culture. Mais elle était favorable au dialogue entre cultures, au dialogue entre religions, en général au dialogue pour la paix. Qu'est-ce qui distingue le Parti communiste italien, la gauche italienne, qui peut puiser des références, on imagine qu'elle peut puiser des références dans cette figure qui a vécu à Rome, et le Parti communiste français qui était beaucoup plus stalinien? Est-ce que, Alberto Toscano, il y a une... vous parliez d'idéologie tout à l'heure, est-ce que c'est en France que subsiste le plus encore l'idéologie, le point dur, si on peut dire, de la gauche? Aujourd'hui, en France, il y a un parti qui s'appelle Parti communiste. Et le Parti communiste italien, dont j'étais personnellement membre il y a très longtemps, a changé son nom en 89. Et aujourd'hui, le vieux Parti communiste est le Partito Democratico. Et le vieux Parti communiste a fusionné avec les héritiers de la vieille démocratie chrétienne, chose qui en France serait inconcevable. Aujourd'hui, les fils de Don Camille, les fils de Pepone, excusez-moi, le fils de Don Camille doit être pris. Pas dans le sens du terme. Il n'y a pas besoin de sous-texte. Don Camille, les fils de font partie du même parti politique, qui est le Parti démocratique. Donc, les héritiers de deux grandes forces politiques qui se sont battues l'une contre l'autre dans l'Italie des années 50 et 60 sont ensemble dans le même mouvement politique. En France, ça serait difficilement concevable. En France, il y a encore un parti qui s'appelle Parti communiste français, voilà, qui n'a pas changé de nom malgré la chute du mur de Berlin. Et ça, on a du mal à concevoir pourquoi, justement, il y a cette rigidité française et cette souplesse italienne. On ne va pas l'attribuer, on ne va pas faire du climat ou de la géographie un motif explicatif. Ça serait évidemment abusif, Alberto Toscano. Oui, souplesse italienne aussi, évidemment, par rapport à la présence du Vatican en Italie. Je ne sais pas quelle serait la politique française et quelle serait la dynamique de la politique française si la papauté était encore à Avignon. Mais c'est vrai que... Mais si j'ai le temps, je vous rappelle... Je dis une anecdote. En 1946, quand il s'agissait d'écrire la Constitution italienne, on parlait en 46-47 d'intégrer le concordat fait par Mussolini en 1929 dans la nouvelle Constitution de l'Italie démocratique. Et la démocratie chrétienne était isolée et minoritaire dans l'Assemblée constituante. Et c'est à ce moment que le chef du Parti communiste italien, Palmiro Togliatti, envoie un message réservé au chef de la démocratie chrétienne, Alcide De Gasperi, pour lui dire « Je suis disponible à te soutenir, mais tu dois me permettre, tu dois pas être toi à me le demander, tu dois me permettre de parler avant toi à l'Assemblée constituante pour te proposer un accord pour intégrer le concordat
à la Constitution italienne. C'est comme ça qu'ils se sont trouvés d'accord, et tandis que toutes les autres forces politiques qui étaient beaucoup plus laïques, même s'ils étaient alliés de la démocratie chrétienne, mais étaient plus laïques, étaient contraires à intégrer le concordat à la Constitution italienne. Communistes et démocrates chrétiens se sont mis ensemble pour trouver cet accord. Et d'ailleurs, en 73-74, le chef du Parti communiste, Enrico Berlinguer, propose aux catholiques italiens un compromis historique pour un accord politique. C'est dire si le mot compromis en italien et dans la vie politique italienne a un sens constructif et pas un sens de compromission négative. Merci beaucoup Alberto Toscano. Merci d'être venu jusqu'à nous de ce regard transalpin qui vous caractérise. Et puis je rappelle que vous avez publié Camarade Balabanov, cette figure de la grand-mère du socialisme, tout à fait intéressante, cette biographie publiée aux éditions Armand Collin. Excellente journée, à bientôt.